Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. La nouvelle donne internationale. L'homme n'est plus la proie de l'homme mais le monde sa proie. Henri Michaud. Avant de juger et d'apprécier les capacités de la France à agir sur la scène internationale, avant d'affirmer si elle doit ou non se fondre dans une entité plus grande au risque de perdre sa spécificité, il convient d'analyser la situation de la nouvelle donne mondiale, sa structure, ses modes de fonctionnement, sa dynamique. Cette analyse est d'autant plus nécessaire que nombre de politiques ou d'experts n'ont guère perçu la portée des changements du monde actuel depuis 2 décennies. Tous évoquent un monde multipolaire, mais sans véritablement saisir sa nature et surtout son mode de fonctionnement. Pendant toute une période, de 1945 à 1990, le monde a vécu sous l'empire du système bipolaire États-Unis-URSS, chacune des 2 puissances gérant son camp. L'Europe a cristallisé cette bipolarisation, le continent étant physiquement coupé en 2 par un rideau de fer selon l'expression churchillienne, discours de Fulton du 5 mars 1946, et le mur de Berlin. Les 2 grands se faisaient face en chiens de faïence en Europe, et se livraient à des luttes et guerres sur d'autres continents. Guerre de Corée, guerre par champion interposée en Afrique, affrontements en Amérique latine et à Cuba, 1961. L'histoire semblait gelée, comme arrêtée et suspendue au bras de fer américano-soviétique. Certes, dans le camp occidental, plusieurs initiatives ont-elles essayé de faire bouger les lignes. Le général de Gaulle fait sortir la France du commandement intégré de l'OTAN en 1966, après le refus américain de donner une suite favorable à un pilotage à 3 de l'OTAN associant la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il lance également plusieurs initiatives en direction du camp soviétique sur le thème Entente, détente, coopération. Du côté allemand, Willy Brandt lance son Ostpolitik. Mais ni le général de Gaulle ni W. Brandt surtout, accusé parfois de vouloir négocier la réunification de l'Allemagne contre sa neutralité, n'ont réussi à casser ce monde bipolaire alors même qu'ils le condamnaient. Faisant suite à la conférence de Bandung de 1955, lancée à l'initiative de Nasser, Nehru, Sukarno et de Chou en-lai, le mouvement des non-alignés est créé au sommet de Belgrade en 1961. Il n'échappe pas à cette bipolarisation, chaque camp ayant en son sein des partisans. Un fait capital survient avec la signature, le 1er août 1975, de l'acte d'Helsinki. L'acte d'Helsinki n'est pas un traité, mais un document politique de bonnes relations entre l'Est et l'Ouest dont l'impact a été déterminant sur l'évolution des relations internationales. Ce texte en 10 points, décalogue d'Helsinki, prévoyait notamment au point 7 le respect des droits de l'homme et les libertés fondamentales, y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction. L'acte d'Helsinki fonctionne comme un véritable logiciel de libéralisation de l'Est. L'Empire soviétique craque, notamment sous les coups de boutoir des oppositions au régime en place en Pologne. Solidarność et l'Église y jouèrent un rôle décisif, ainsi qu'en Hongrie. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe, un monde s'écroule. Peu après, le 25 décembre 1991, l'URSS disparaît. Certains commentateurs avisés déplorent ces événements en ces termes : on est trahi par l'ennemi, rendant ainsi un hommage ironique au temps de la guerre froide où les choses étaient simples. Il y avait d'un côté les rouges, l'ennemi soviétique, de l'autre les bleus, le camp de la liberté formé par les démocraties occidentales. Ce monde bipolaire, manichéen, avait au moins l'avantage de la simplicité. Désormais tout change, tout bouge, l'avenir devient incertain. À quoi ressemble le monde actuel ? Il se caractérise par 2 éléments majeurs. L'avènement de l'ère des puissances relatives. Le développement formidable des relations transnationales, avec de multiples acteurs privés. De ces 2 facteurs structurants est né un nouveau mode de fonctionnement de la scène internationale. L'avènement de l'ère des puissances relatives. Peu après la fin de l'URSS, certains experts affirment sans ambages que la messe est dite. L'Amérique et le libéralisme économique triomphent. C'est la fin de l'histoire, prédit le chercheur Fukuyama en 1992 dans un ouvrage fameux. Hubert Védrine peut alors qualifier les États-Unis d'hyperpuissance, seule puissance mondiale capable à ses yeux d'agir unilatéralement, sans limite, et sans que quiconque puisse rivaliser avec eux.
La suite des événements a amené H. Védrine à nuancer son jugement tout en maintenant le concept d'hyperpuissance dans un article, Les limites à l'unilatéralisme de l'hyperpuissance, à un ouvrage collectif, Face au désordre du monde, paru en juin 2005. La réalité est sans appel. Les États-Unis ont rapidement trouvé leurs limites dans l'affaire irakienne. Leur puissance militaire ne pouvait venir à bout d'une guerre asymétrique. De plus, lorsque l'on examine le tableau du poids économique et militaire des États, on assiste à la montée en puissance des BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine, cette dernière se hissant même au deuxième rang en termes de PIB derrière les États-Unis. Elle a pour conséquence d'amener à un recalage structurel de poids relatif de la puissance américaine. Les Américains en sont d'ailleurs très conscients. Dans une étude du Conseil national du renseignement américain, intitulée Les tendances globales pour 2025, un monde transformé, de novembre 2008, accessible sur www.dni.gov/nic-2025-project.html fermante, ils analysent avec lucidité leur perte de suprématie. Les auteurs relèvent: les États-Unis auront moins de pouvoir dans un monde multipolaire qu'ils n'en ont bénéficié pendant des décennies. Mais la nouvelle donne internationale ne se limite pas à un rééquilibrage de la puissance des États, entre eux. Un monde transnational. La scène internationale se caractérise également par la formidable montée en puissance des acteurs non étatiques. Certes, le phénomène n'est pas nouveau. Il a toujours existé des actions privées transfrontières avec par exemple, les églises dès leur fondation, ou au XIXe siècle les syndicats ouvriers. Mais ce phénomène s'est considérablement amplifié ces dernières années en raison des moyens de communication modernes. Avions, téléphones, télévision et aujourd'hui Internet. Nous vivons désormais dans une planète Internet qui a transformé le monde en village planétaire. La notion de proximité géographique est devenue toute relative. Au XIXe siècle, la France était proche de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Angleterre. Aujourd'hui, nous sommes toujours proches de ces pays. Mais nous côtoyons aussi le Japon, la Chine et les États-Unis grâce aux moyens de communication à notre disposition. Cela peut apparaître comme une évidence de Monsieur de la Palisse, mais il n'est pas certain que nous en ayons tiré toutes les conséquences en termes de choix politiques. Nous y reviendrons. Ce monde transnational est multiple. On y trouve des sociétés multinationales, celles du CAC 40 ou du Nasdaq, certaines sont plus puissantes en termes économiques que des États. Elles font fi des instances étatiques et jouent délibérément la carte de l'action globale. Des milliardaires qui peuvent pour leur plaisir et leurs intérêts acheter des gouvernements. Des organisations non gouvernementales, ONG. L'ONU en a dénombré plus de 20 000 dans tous les secteurs. L'humanitaire avec Médecins sans frontières, les droits de l'homme avec Amnesty International, ATD Quart Monde, l'économie avec Attac, l'écologie avec les Amis de la Terre, le religieux, etc. Parallèlement aux multinationales et aux ONG, le monde du crime s'est approprié la globalisation et s'est fortement développé dans de très juteux trafics. Les trafics de drogue, les réseaux de la prostitution et de la pornographie sur Internet atteignent des chiffres d'affaires fabuleux. Le chiffre d'affaires du crime organisé dépasserait, selon Alain Bauer, criminologue, auteur de La face noire de la mondialisation 2009, les 1500 milliards d'euros, sans compter la fraude fiscale. Rappelons que le PIB de la France s'établit à 2000 milliards d'euros environ. Des zones entières échappent à tout contrôle et vivent sous le joug des narcotrafiquants, comme en Amérique latine, au Mexique à la frontière des États-Unis. Il n'est pas exagéré d'affirmer que le crime organisé est devenu une véritable internationale, qui a ses propres règles, ses objectifs, méprisant toutes les lois des États. Le terrorisme, dont les motivations déclinent toutes les idéologies fanatiques et les enjeux mondiaux, s'est moulé dans la globalisation, et livre une guerre asymétrique, utilisant des moyens toujours plus inventifs pour frapper là où l'on ne l'attend pas. Enfin, la mondialisation est aussi celle des virus. Les pandémies se propagent à la surface du globe de façon extrêmement rapide et obligent les États à de nouvelles formes de coopération pour prévenir et contrer leur développement. Impact du monde transnational. Ce monde transnational fonctionne très souvent en réseau,
grâce aux moyens de communication modernes et notamment Internet qui propage une culture transfrontière. Mais c'est aussi le monde parfait des manipulations et des désinformations en tout genre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.